Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format vidéo qui n'a pas encore de nom d'ailleurs n'hésitez pas à en proposer. On pourrait appeler ça le film room ou quelque chose d'un peu plus travaillé que ça, un peu moins traditionnel, mais le principe du jour et du format que j'aimerais bien réessayer à l'avenir, il est assez simple, c'est de rentrer vraiment dans les détails d'un joueur ou d'une équipe, que ce soit de la tactique, du scouting, etc. Et aujourd'hui, on commence avec notre ami Scoot Henderson. On va voir vraiment ensemble quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, ses axes de progression, où est-ce qu'on peut être optimiste. Et donc ce sera une vidéo beaucoup moins travaillée, écrite que les autres, mais un peu plus longue et on va rentrer vraiment dans les détails comme dit. Donc n'hésitez pas à proposer un nom pour ce format. Et puis nous on est parti tout de suite pour parler du troisième choix de la draft 2023. Alors, avant de commencer vraiment à rentrer dans les détails, on va quand même faire un point statistique de la saison rookie de Scoot Henderson. C'est vrai qu'il a eu 29% d'usage quand il était sur le terrain et il était que à 0,96 points par tir tenté. Et en fait, 0,96 points par tir tenté, c'est extrêmement faible. C'est l'équivalent de 84 de true shooting plus, c'est-à-dire qu'il était 16% moins efficace que la moyenne. Et parmi les joueurs qui avaient un minimum de responsabilité, c'était de très loin le joueur le moins efficace, le moins rentable quand il prenait un tir de toute la NBA. Et pour ne rien arranger, il avait un énorme pourcentage de ballons perdus puisqu'il était à 17,5, c'est dans le 5e centile pour les meneurs de jeu. Mais du coup, le but du format et du jour, c'est de comprendre pourquoi est-ce que Scoot Henderson était si inefficace. Qu'est-ce qui n'allait pas? Et on peut commencer tout de suite avec peut-être ses points forts. On va commencer par ses points forts qui vont nous amener aussi à ses points faibles. Mais du coup, ses points forts, c'est quand même un premier pas qui est assez spectaculaire. Ici, on va le voir en isolation. Il reste 2 secondes 6 sur l'horloge. Et on va le voir face à Nick Claxton ici. Nick Claxton, c'est un intérieur de switch, un des rares et un des meilleurs intérieurs de switch de NBA. Et vous le voyez, en 2 secondes 6, Scoot Henderson, il va avoir un premier pas complètement dévastateur qui lui ouvre un lay-up. Alors si on se la remet, on peut se la remettre, et bien vous allez le voir, regardez, à ce moment-là, Nick Claxton donne ses appuis, Scoot Henderson démarre, et le temps que Nick Claxton tourne ses hanches, et bien Scoot Henderson, il est déjà au panier, et en réalité, ça, c'est plutôt un bon tir, il n'est pas du tout contesté, et en fait, en 1 seconde 7, Scoot Henderson, il s'est ouvert un vrai bon tir. Alors le lay-up, il ne le met pas et on pourra parler de son toucher de balle après, mais quand même il y a ce premier pas qui est assez intéressant et qui lui permet d'arriver au cercle, pas quand il le veut, mais assez fréquemment. Ici on va voir un autre exemple de ce premier pas assez dévastateur. On a les Mavs qui switch, avec du coup Derek Lively qui se retrouve sur Scoot Henderson, et en plus vous le voyez, il commence très proche de la raquette, très proche du panier, il y a très peu de distance. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est cette capacité à, boum, en un pas, déposer la défense. Et ça c'est vraiment assez spectaculaire. On va se le remettre, mais du coup là, il voit le switch, il regarde, et là d'un coup, il descend très bas, et il repart de suite, et ça perd complètement Derek Lively, et ça lui permet de s'ouvrir une fenêtre de tir. Et donc ce premier pas, il est vraiment très positif. Ici, on peut voir un exemple face aux Kings, face à Keegan Murray, qui est le défenseur du point d'attaque, du porteur de balle de ces Kings. Regardez, hop, le crossover qui dépose complètement Keegan Murray. Et si on se la remet, on peut aller dans les détails, mais déjà ici, en fait, le dribble, vous voyez, au moment où il remonte, le dribble est assez haut en fait. Là, le dribble est très haut et c'est peut-être un des défauts de Scoot, c'est que parfois il a cette tendance à dribbler très haut, mais on reviendra après sur les pertes de balles. Pour l'instant, on reste sur le premier pas et regardez là, il va repartir et boum, d'un coup, il arrive à emmagasiner de l'énergie en descendant assez bas, grâce à ses longs bras aussi, et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il monte au dunk parce qu'il n'y a pas de défense intérieure. C'est Keon Ellis, là, ici, que vous voyez derrière, qui est caché, qui fait la rotation. Mais on est face aux Kings, on n'est pas face à une très bonne défense du panier. Et donc, Scoot, une fois qu'il arrive à avoir de la vitesse et une fois qu'il arrive lancé au panier, il arrive à monter de manière assez explosive verticalement pour dunker, dans le cas là.
Mais encore une fois, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était face à une très mauvaise défense du panier, puisque Sacramento, c'est une des pires de NBA. Mais du coup, s'il arrive à arriver au panier, c'est vrai que ce qui peut poser problème avec Scoot Henderson, c'est peut-être un peu plus sa finition au panier. Parce que sa finition au panier, elle est plutôt très mauvaise. C'était de très loin le plus mauvais driver de NBA, et même quand il était assisté, si on prend les drives plus les cuts plus les actions où il reçoit la balle lancée, c'était 46% de réussite au panier. Et ça, c'est dans le 7e centile, 46% de réussite au panier. C'est vraiment extrêmement faible. C'est dans le bas de la NBA. Et parmi les joueurs à minimum 10 drives, c'était le moins efficace de NBA. Et donc maintenant, on va comprendre pourquoi. Parce que malgré tout, le positif, c'est qu'il arrive à avoir ces 10 drives par match. Mais alors, pourquoi est-ce que Scoot Henderson, c'est un mauvais finisseur au panier? Il y a plusieurs problèmes à ça. C'est sa gestion du contact ou non, et son explosivité verticale en fin de drive lorsqu'il y a du trafic sous la raquette. Ici, vous le voyez, il reçoit la balle donc lancée, il est déjà en mouvement, et ce qui va se passer en fait, c'est que Devin Booker va très bien coulisser latéralement. Devin Booker n'est pas en retard, il coulisse latéralement et il est donc en position de défendre le panier. Et donc là, Scoot Henderson a deux possibilités. Un, c'est de rentrer en contact avec Devin Booker pour créer la séparation, ou alors deux, c'est d'essayer de contourner Devin Booker, de décélérer et de s'ouvrir un angle de lay-up. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va choisir la deuxième option, comme vous le voyez ici, avec un premier pas. Et ça, c'est très positif, c'est la taille des pas qu'il arrive à faire. C'est l'envergure des pas qu'il fait lors de son double pas. Ici, vous voyez, il pose un premier dribble, puis un deuxième. Et en fait, le problème, vous le voyez, c'est qu'il a beaucoup de mal à démarrer verticalement une fois qu'il a décéléré. En fait, là, on le voit un peu, mais il ne décolle que très peu du sol une fois qu'il décélère en arrivant au panier. Et ça, c'est vraiment un problème pour lui, parce que déjà, en termes d'angle de finition, ça lui ouvre des angles beaucoup plus durs, mais aussi pour sa création pour les autres, parce que vous allez le voir, ça lui offre beaucoup moins de temps pour prendre la décision de ce qu'il doit faire en fin de drive. Et donc, on peut voir un autre exemple un peu de l'autre défaut de Scoot Henderson, qui est vraiment cette capacité à résister au contact en fin de drive, qui l'amène beaucoup à essayer d'esquiver le défenseur, donc parce qu'en fait sur le contact, vous voyez, malgré son physique, là il protège sa balle, mais une fois qu'il descend très bas sur ses appuis, donc là c'est ce qu'il est en train de faire, il descend son centre de gravité, une fois qu'il fait ça et qu'il y a un défenseur qui est là comme ici au contact, Scoot Henderson il a beaucoup de mal à gérer ce contact. Ici vous le voyez, il descend et il n'arrive pas du tout à remonter. Il perd complètement ses appuis, et en fait ça c'est vraiment quelque chose de très fréquent avec lui, c'est qu'il va complètement tomber et il n'a plus. En fait, le fait qu'il tombe ici, à ce moment-là, il n'a aucun angle de passe disponible. Il n'est pas du tout en position de faire une passe et encore moins de prendre un tir. Et donc ça, soit c'est un ballon un peu perdu bêtement, ou alors une passe pas forcément cadeau pour un coéquipier. Et là en l'occurrence, il s'en tire plutôt pas mal avec Shaedon Sharpe qui récupère la balle. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, au moment où il descend, il veut créer le contact, et en fait, vu que le défenseur ne fait que coulisser latéralement, en fait, il s'empale complètement et il n'arrive pas à redécoller une fois qu'il est descendu bas sur ses appuis. Alors, on va voir un exemple encore de ce problème de verticalité vraiment au panier une fois qu'il a décéléré. Ici, il va être face à Bol Bol, donc un intérieur qui a switché sur lui, et vous allez le voir, déjà, il y a une grande distance. Il y a une grande distance parce que on va en reparler, mais le shoot de Scoot Henderson n'est pas encore tout à fait respecté. Mais malgré tout, là, il a ce premier pas, mais Bol Bol, il coulisse plutôt bien. Pourquoi ? Parce que il part de là et donc il n'a que cette distance à couvrir, pendant que Scoot Henderson a tout ça à couvrir. Donc forcément, même si c'est pas le plus mobile, le fait que Scoot Henderson n'ait pas ce tir pour l'instant respecté, ça lui complique aussi la vie. Donc Bol Bol, il coulisse bien. Là, Scoot Henderson, il arrive au panier, il a complètement décéléré. Puisqu'il va tenter une pump fake. Bol Bol ne saute pas, et là vous le voyez en fait son second saut à Scoot Henderson. Là il a reposé les pieds au sol. Dans son second saut, il décolle à peine en fait. Il a même pas décollé et il se fait contrer.
Et donc si on se la remet un peu en vitesse réelle, regardez, voilà, ici Bol Bol a très peu de distance à couvrir, et là le second saut, il explose complètement au contact de notre ami Scoot Henderson. Et donc ça fait qu'il se fait beaucoup contrer, hein, et qu'il a des tirs très très compliqués, mais ça fait aussi qu'il perd pas mal de ballons sur ces situations. Et donc en fait c'est vraiment un trou à inefficacité, ce problème, qui n'a pas encore réglé, puisque ça mène soit à des tirs très compliqués et pas rentables, soit à un contre facile pour l'adversaire, soit à une perte de balle qui est le pire scénario possible. Ici vous le voyez, voilà, il prend un pick and roll, et là normalement il est face à Jalen Smith, il va l'attaquer, et en fait au moment où il décélère, on va le remettre, mais on va se le remettre tout doucement, mais vous voyez, au moment il va essayer de le contourner, et donc il va prendre des appuis très très larges, et il est obligé de décélérer sa course. Il va très lentement, et il ne peut pas re-exploser verticalement. Vous voyez, en fait, il décolle pas du tout. C'est-à-dire qu'au moment où il a décollé son pied gauche, son pied droit est déjà en train de descendre. Et ça fait que son timing de passe, en fait, c'est juste quand ses deux pieds sont en l'air, et c'est extrêmement court. En soi, la décision est plutôt bonne de faire la passe ici à un DeAndre Ayton qui a le mismatch et qui peut couper au panier. Et en fait, le fait qu'il n'ait pas du tout le temps de faire sa passe, il l'assure très mal. Et c'est une passe ratée aussi avec les mains un peu qui glissent de DeAndre Ayton. Et là on va encore voir un exemple. Vous voyez, ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on a deux reprises, et c'est que cette fois-ci on va lancer Scoot Henderson. On va avoir une get action, c'est-à-dire que le ballon est dans les mains de Duo Priest, et Scoot Henderson il va venir la chercher à pleine vitesse, ce qui fait qu'il n'a pas à créer ce premier décalage qui peut parfois poser problème à cause de son handle où il perd parfois la balle. Donc là il récupère la balle à pleine vitesse, il dépasse Darius Garland, cette fois-ci avec ses longs appuis, hein. Il va réussir à bien le contourner, et il va arriver face à Evan Mobley, et vous allez voir ce qui va se passer, c'est encore une fois au moment où il descend, en fait au moment où il redécolle en fin de drive, donc là quand il décolle de son pied gauche, il décolle presque pas, ce qui fait que ça lui offre aucune fenêtre de passe. Là cette passe elle est contestée, vu qu'il ne saute pas verticalement. S'il sautait verticalement, il aurait un peu plus de temps pour faire la passe ici, par exemple, ou pour faire un peu de manipulation visuelle et essayer de jouer avec Isaac Okoro ou avec George Young. Mais le fait que Scoot Henderson ne décolle pas, ça fait que son timing de passe est très très court. Et vous voyez, voilà, il est obligé de lâcher cette balle avant que son pied droit ne repose le sol, et donc il a le temps de rien faire. Et c'est une passe très très compliquée qui part en touche directement. Mais ce qui est quand même intéressant et encourageant avec Scoot Henderson, c'est qu'à terme, on peut projeter un joueur qui a un certain degré de finition au cercle, puisque déjà, il a le physique, il a des bras gigantesques, il a un premier pas, comme on a vu, qui est excellent, et en fait, s'il arrive à un peu gérer cette création de tir en fin de drive, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment être un bon finisseur au panier, parce qu'il a un certain toucher de balle quand même, je pense, qui est plutôt là, qui est pas élite, mais qui est plutôt bon à mon sens. Et c'est vraiment en fait comment j'arrive à créer mon tir plutôt que est-ce que j'arrive à finir. C'est plutôt ça avec Scoot Henderson. Et il y a quand même 2-3 go-to-move qu'il maîtrise très bien, notamment l'Eurostep. Vous voyez ici, il va descendre bas pour dépasser complètement Bones Island, Bones Island ici. Donc Scoot Henderson, vous voyez là, son centre de gravité est très très bas. Donc ça c'est quelque chose qu'il maîtrise pour dépasser son défenseur, vraiment, c'est-à-dire que Bones Island, il va être moins rapide latéralement que Scoot Henderson. Donc Scoot Henderson arrive à passer, là il y a l'aide, vous voyez, et en fait, il arrive lancé, et cette fois-ci, il a ce Eurostep un peu sur ses appuis décalés, 1, 2, et il peut finir, regardez quand même, encore une fois, avec un toucher qui est plutôt pas mal, il provoque la faute, et il peut finir. Un autre exemple face aux Raptors, ici on a un écran de Jeremy Grant, et là de suite il voit que c'est un peu mal communiqué. Dennis Schroeder, là il est passé complètement sous l'écran pour le défendre, et en fait vous allez le voir, il va utiliser sa vitesse pour de suite, il voit l'intervalle, et ça c'est aussi un move qu'il maîtrise très bien. Mais en termes de body control, c'est assez impressionnant en termes de fluidité, c'est qu'il va faire un peu une Donovan Mitchell. Il va passer le ballon au-dessus, vous voyez, de Dennis Schroeder, et ça c'est permis quand même parce qu'il est grand, il a des très longs bras, et il a une vraie belle fluidité en tant qu'athlète. C'est pas du tout un joueur qui
qui n'arrive pas à bouger dans l'espace comme certains, comme RJ Barrett qu'on a vu au Knicks. Et donc il va passer au-dessus de Dennis Schroeder, de la défense de Dennis Schroeder, et ça du coup grâce à sa vitesse il va pouvoir s'ouvrir un lay-up avant que Pascal Siakam n'ait coulissé pour faire l'aide au panier. Et si on se la met, regardez un petit détail, mais regardez quand même l'envergure qu'il a. Il finit quand même très très proche du panier, encore une fois grâce à ses longs bras. C'est un vrai avantage de son jeu et de son profil, c'est que en termes de taille il n'est pas forcément très très grand, mais il a une capacité de jouer plus grand qu'il n'est, parce qu'il a des bras de quasiment 7 pieds il me semble, donc de 2 mètres 6 il me semble, et alors qu'il fait 1m91, donc ça c'est vraiment très très positif avec lui. Et du coup, vu qu'on alterne le positif et le négatif, et je vous propose de repartir un peu dans le positif. Et je trouve que sa mécanique de tir est plutôt bonne et plutôt encourageante, notamment sur ses mid-range. Là, on va le voir, elle est plutôt fluide et elle est vraiment bonne. Et je pense que c'est un joueur qui, encore une fois, ça recoupe à plutôt un très bon toucher de balle. Peut-être pas un très bon, mais au moins un bon toucher de balle. C'est un joueur qui est à 82% au lancer franc pour une année rookie, c'est plutôt encourageant, hein. Et à terme je pense qu'on a tout à fait un joueur qui peut avoir un jump shot au minimum respectable et qui peut avoir un peu ce pull-up à mi-distance pour punir aussi des défenses trop en drop tout simplement. Et alors on peut repasser dans le négatif avec un gros chantier. Là en l'occurrence on fera abstraction du score, hein, qui à la mi-temps est complètement lunaire. Merci les Blazers, merci Chauncey Billups. Mais un gros chantier de Scoot Anderson, c'est son floater game qui, déjà sa mécanique est plutôt, on va dire, pas forcément très fluide, mais surtout en fait c'est les situations où il le dégaine qui ne sont pas forcément positives. C'est un joueur qui sur les short mi-distance est à 36% de réussite, c'est là encore une fois pas forcément très bon, alors qu'il a un bon toucher de balle. Et en fait on va voir le gros problème de Scoot Anderson, encore une fois c'est cette gestion de son rythme et de son dribble en fin de drive. Ici vous le voyez, on a un close-out de Derrick Jones Jr. et ce qui est très encourageant déjà, premièrement, on va dire, ce qui est positif, c'est que avec son premier pas, il attaque plutôt bien. Et en fait le problème c'est que quand il y a des défenseurs qui viennent un peu se poser dans la raquette, ce qui est souvent le cas avec le spacing, hein, des Blazers, là on a Luka Doncic qui ne respecte pas Ty Bull, on a Josh Green qui dézone complètement et Derek Lively qui est derrière, et ben ça fait qu'il y a une grosse densité dans cette raquette. Et Scoot Anderson, quand il arrive comme ça lancé, et ben soit il décélère et il a un problème d'explosivité verticale en fin de drive, soit il va avoir du mal à décélérer et il va pas vouloir du coup contourner cette aide de Josh Green, et en fait du coup il se condamne un peu puisqu'il ne sait pas trop aller au contact, il ne peut pas contourner, et ben il se condamne un peu à dégainer ce flotteur de façon un peu par défaut, on va dire. Et donc là vous le voyez, il va dégainer ce flotteur qui est contesté magnifiquement, et puis en plus la mécanique n'est pas forcément très bonne, et donc elle est assez plate en fait sa mécanique, et donc on a un joueur qui est vraiment en difficulté là-dessus. Là encore une fois vous le voyez, déjà il y a ce problème de respectabilité, Kyrie Irving est très loin, et puis on a ce problème aussi de spacing, vous allez le voir parce qu'une fois qu'il attaque les appuis de Kyrie Irving, c'est plutôt positif, mais là vous le voyez, Josh Green, encore lui, qui vient complètement dézoner, et qui est là, et le spacing là des Blazers, il est très mauvais, il y a énormément de densité proche du panier, donc Scoot Anderson, il peut pas trop aller plus loin que ça, et vous voyez, il est lancé à pleine vitesse, donc son seul truc pour ne pas faire faute offensive, en fait, c'est de dégainer ce flotteur, et il a beaucoup de mal. Si on se remet un peu la trajectoire, et vous le voyez, en vrai, elle est plutôt plate. Là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je la trouve très plate. Elle a très peu de courbe sur son flotteur. Et en fait, c'est un peu de la physique, mais s'il avait une courbe comme ça, elle aurait beaucoup plus de chances de rentrer qu'une courbe comme ça, très plate comme il a actuellement.
Mais encore une fois, ça je pense que c'est du détail et sur un tir pas très lointain, c'est pas si grave de pas avoir tant de courbes. Je pense que c'est vraiment plus savoir le dégainer en fait quand lui le décide plutôt que quand la défense le décide. Ça c'est vraiment un gros point, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est la défense qui dicte un peu où est-ce que Scoot Henderson va aller, trop souvent à mon goût. Là encore une fois, on a le défenseur qui passe sous l'écran, encore Josh Green, encore face aux Mavs. Il y a ce premier pas, il arrive à le dépasser complètement. Mais là, vous le voyez, encore face aux Mavs, on a ces aides très actives. Et là, c'est Luka Doncic. C'est Luka Doncic et Dwight Powell qui sont ici. Donc Scoot Henderson, il ne peut pas forcément aller plus loin que ça. Il ne peut pas aller directement sous le panier parce qu'on a Duo Priest et Toumani Camara qui sont en bas, qui sont sous le panier. Et donc, il va dégainer ce flotteur sur lequel il est très peu à l'aise. Là, c'est un tir très court. On va se le remettre. Mais regardez, il passe en vitesse. Là, il y a l'aide. Et là, sa mécanique sur 2 pieds, en fait, il est beaucoup plus à l'aise, je trouve, sur un pied que sur 2 pieds. Et sur 2 pieds, voilà, c'est très court. Et donc, on a un joueur qui est pas du tout à l'aise avec ce genre de tir. Et continuons dans les problèmes et le driving game. C'est vrai que pour moi, un des problèmes de Scoot Henderson aussi, c'est sa main gauche. Sa main gauche et notamment son passing en fin de drive main gauche qui a certains flashs, on va le voir, mais qui est pour l'instant plus du déchet qu'autre chose. Ici, vous le voyez, il arrive à pleine vitesse et en fait, encore une fois, on a ce problème d'explosivité, c'est-à-dire qu'il décolle, regardez, il décolle presque pas du sol, il décolle presque pas, et donc il a très peu d'angle de passe, mais malgré tout, grâce à ses longs bras, il arrive à contourner, et il aurait une passe ici pour un Matisse Thybulle qui est ici, qui coupe au panier, si c'est bien réalisé dans la théorie, pourquoi pas, encore une fois, le spacing est pas très bon pour pas dire mauvais, mais malheureusement vous allez le voir, voilà, la passe elle est complètement ratée et c'est assez symptomatique. J'ai pris cette action parce que elle résumait un peu ce côté drive, explosivité en fin de drive et main gauche en fin de drive de Scoot Henderson. Et pour moi c'est pas non plus un hasard s'il utilise beaucoup cette Eurostep pour finir sur sa main droite alors qu'il est sur sa gauche, parce que tout simplement il n'est pas forcément très à l'aise avec sa main gauche. Là, on va avoir un empty side pick and roll. Et ce qui est très intéressant, c'est Jerami Grant, il glisse l'écran. Vous voyez, il pose pas vraiment l'écran parce qu'en fait, pourquoi ? Si vous suivez le Dico tactique, vous savez. Mais en fait, les Suns, ils switchent. C'est-à-dire que Kevin Durant, il va aller sur Scoot Henderson et Eric Gordon, il va aller sur Jerami Grant. Mais du coup, ce switch, en fait, ça peut offrir une position préférentielle le temps d'un instant. Si Jerami Grant glisse l'écran, il va se retrouver en fait devant Eric Gordon et il va pouvoir rouler au panier. Et en fait, Scoot Henderson, il l'a vu, et ça c'est plutôt pas mal. Mais ce qui est vraiment pas mal, c'est cet angle de passe qu'il est capable de trouver avec ses longs bras. Donc l'idée est plutôt pas mal, mais la passe, elle est ratée et elle est imprécise. Encore une fois, parce que c'est la main gauche qui est pas aussi habile que la main droite. Alors, un autre défaut de Scoot Henderson, mais pour moi qui est un peu plus simple à régler, c'est sa protection du ballon au moment d'aller sur drive. Et on l'a déjà vu en pré-saison d'ailleurs, il le fait, je trouve, plutôt pas mal comparé à la saison dernière. Mais en fait, au moment où il va drive, et on le voit dans la NBA actuelle, il y a de plus en plus d'aide pour boucher. Pardon, ma flèche est complètement ratée, mais pour boucher ses drives. Là, c'est Kate Cunningham qui va dézoner, et en fait, avec son dribble qui est plutôt haut, il se fait avoir, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui lui arrive trop souvent, je trouve, et il perd aussi pas mal de ballons, en fait, sur ce dribble trop haut, et il essaye parfois de mettre la balle sous le coude, mais pour l'instant, il le faisait pas très bien, en tout cas, sur sa saison rookie. J'espère qu'il va progresser là-dessus l'année prochaine. Et oui, et la perte de balle, elle mène à un 3 points rapide en transition et ouvert en transition dans le corner. Donc c'est vraiment très punitif en fait, les pertes de balles de Scoot Henderson. Et pour son équipe, en fait, ça influe beaucoup aussi le niveau de son équipe directement en fait. Alors là, rapidement, un autre exemple, mais sa main gauche, vous allez le voir, et ça c'est un peu une des critiques qu'on peut faire à son duo avec DeAndre Ayton, parce qu'en fait DeAndre Ayton il va essayer, ici on a un jeu d'écran en fait avec Malcolm Brogdon, vous allez voir Malcolm Brogdon il va s'écarter et en fait
il va essayer de faire un seal, c'est-à-dire qu'il va en fait tout simplement prendre position sur Trayce Jackson-Davis. Et ce qui va se passer en fait, c'est déjà que DeAndre Ayton n'est pas forcément excellent pour prendre position, et d'ailleurs aussi dans la pose d'écran il n'est pas très bon, et ça c'est un peu dommage pour Scoot Henderson. Mais en plus, Scoot Henderson, il a cette main gauche qui n'est pas précise. Donc là, voilà, DeAndre Ayton s'est fait complètement avoir. Trayce Jackson-Davis a réussi à passer devant. La passe est lancée, la gestion du timing n'est pas forcément bonne. La passe n'est pas très précise. Et Trayce Jackson-Davis, il intercepte ça plutôt facilement en fait. Alors on va passer à la partie passing, et c'est vrai que pour moi c'est là-dessus où j'aime beaucoup Scoot Henderson, parce que c'est un passeur qui, déjà on l'a vu, a des capacités physiques que tous les guards n'ont pas, mais qui en plus est plutôt bon pour sentir le jeu, je trouve. Il y a encore pas mal de déchets, mais c'est normal. Mais avant ça, je pense qu'il y a quelque chose qu'on est obligé de dire, et que j'ai beaucoup dit, mais c'est les limites en fait à Portland. Le spacing de Portland qui est vraiment pas terrible. Ici on va le voir, voilà, il va faire un post-up. Et déjà ce que j'aime beaucoup, c'est cette capacité à tenir le ballon à un bras, à une main, qui peut ne pas dire grand chose, mais qui en fait dit aussi que c'est un joueur qui a des très grandes mains et de très longs bras, et qui a du coup un peu des atouts physiques très intéressants. Vous allez le voir ici, on va avoir Malcolm Brogdon qui en fait pose un écran ici pour l'intérieur. Il me semble que c'est Moses Brown qui va pouvoir rouler, et en fait Scoot Henderson avec ses longs bras, il va pouvoir envoyer une passe de lob. Il va pouvoir envoyer une passe de lob, sauf qu'en fait vous allez le voir, le problème c'est encore une fois le spacing de Portland qui est pas très bon, puisque Devin Vassell en fait il peut complètement dézoner ici. Là on a un gros embouteillage ici, et Devin Vassell, dont Azad vous a parlé, il va pouvoir faire une magnifique aide, mais c'est vraiment ce problème de spacing, c'est-à-dire que même quand Scoot Henderson fait plutôt le bon choix, c'est plutôt puni parce que c'est parfois puni parce qu'il n'y a pas tout à fait d'espace. Encore une fois ici, on va voir l'exemple du spacing face à Toronto, et c'est plutôt un bon exemple parce que vous allez le voir, il démarre, et là il arrive à plutôt bien contourner Gary Trent Jr. et on retrouve cet Eurostep où il passe au-dessus. J'ai oublié le nom, comment ça s'appelle quand on passe le bras au-dessus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il fait ce mouvement, il arrive à avoir un certain rebond sur ses appuis, vous voyez ici. Et bizarrement, ça lui donne du temps. Ça lui donne du temps, le fait qu'il décolle comme ça, ça lui donne du temps pour savoir où il fait la passe. Et du coup ici, il veut faire la passe à Jabari Walker à l'intérieur. Bon, peut-être que dans 1 an ou 2, il fera la passe ici, mais en soi, c'est plutôt un très très bon move. Il a réussi à mettre Gary Trent Jr. dans le vent, à faire venir l'aide de Chris Boucher, et ça ouvre normalement une passe de lay-up aussi à Jabari Walker, sauf que vu que le spacing n'est pas bon, vous voyez là, Toronto, boum, on a quasiment les 5 joueurs dans la raquette, et malheureusement, cette passe, elle va être interceptée par Gradey Dick, et ça crée encore une fois de la transition facile pour Toronto. Un truc à sauver malgré tout de sa saison rookie, c'est peut-être son duo avec Joe Price, qui est un intérieur de pick and pop, et là vous le voyez, en fait on va juste voir un exemple de pick and pop. Il pique et il va à 3 points et il va dégainer et sanctionner sur du coup un pick and pop, et c'est vrai que ce duo il marche plutôt pas mal parce que ça ouvre aussi quelques espaces à Scoot Henderson, et donc ça à retenir, peut-être un peu de positif de la saison rookie de Scoot. Mais du coup, si on passe au passing vraiment pur de Scoot Henderson, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a déjà une certaine adaptabilité, par exemple pour sortir de systèmes scriptés. Ici, on va avoir en fait ce qu'on appelle une twirl action, c'est-à-dire que Anthony Simons, il pose un écran pour Matisse Thybulle, mais en fait ce qui va se passer, c'est que évidemment on va pas faire prendre 2 écrans à Matisse Thybulle pour qu'il sorte à 3 points. En fait Matisse Thybulle, il va poser lui-même un écran, et Anthony Simons, après avoir posé son écran, il va en fait, c'est un leurre, et c'est lui qui va prendre l'écran de Matisse Thybulle. Donc ici on peut voir ce qui va se passer. Voilà, Matisse Thybulle vient poser l'écran, Anthony Simons a un premier décalage, et du coup ça force le défenseur à anticiper et venir contester la meilleure cible offensive des Blazers, Anthony Simons. Et donc en fait là il y a eu un manque de communication, c'est-à-dire que Gary Trent Jr. est resté sur Anthony, et c'est Chris Boucher qui va aussi venir, il veut switcher tout
simplement. Chris Boucher, il veut switcher sur Anthony Simons. Et en fait, ça va libérer DeAndre Ayton. Et ce que vous allez voir, c'est que Scoot Henderson, du coup, il s'adapte plutôt bien. Il sert DeAndre Ayton. Et DeAndre Ayton, après, il a plus qu'à finir. Mais du coup, il y a une certaine adaptabilité à des systèmes non scriptés et à vraiment s'adapter et faire la bonne passe au bon moment, entre guillemets, même si c'est pas forcément une expression que j'aime beaucoup, mais il y a un peu de ça. Et ce que j'aime bien aussi, c'est un peu ce duo potentiel avec Anthony Simons. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que Scoot Henderson, on l'a dit, mais s'il n'est pas respecté au shoot, il a quand même déjà une certaine gravité sur drive, parce qu'on va le voir après, c'est quand même un passeur intéressant, et en fait, il arrive à aller là, et malgré tout, c'est là où il est le plus intéressant pour le moment, parce que c'est sous le panier, et c'est plutôt un bon passeur, alors c'est pas un bon finisseur, mais malgré tout, ça reste les tirs les plus rentables du basket, donc il a une certaine force, une certaine attraction, une certaine gravité sur ses drives. Et ce qui est intéressant, c'est quand on met en fait Anthony Simons à une passe près ici. Vous allez le voir, ça marche très bien. Pourquoi ? Parce que ici, il prend l'écran et Dejounte Murray, il vient tout de suite boucher l'espace ici pour que ça se soit coupé en fait. Pour que ce drive de Scoot Henderson, il soit coupé. Et en fait, en mettant Anthony Simons à une passe près vraiment ici, Scoot Henderson, au moment où il lâche le ballon, et Dejounte Murray, il est en retard, et Anthony Simons, c'est un tir ouvert pour lui. Et donc c'est un peu ça, choisir son poison entre les drives de Scoot Henderson, qui on peut projeter à terme seront plutôt intéressants, ou le shoot d'Anthony Simons, qui est déjà à un niveau très très bon. Mais du coup, si on va sur le positif avec Scoot Henderson, vous allez voir que c'est plutôt un bon passeur. Et je pense qu'à terme, on peut projeter ça comme un très bon passeur. Peut-être pas un passeur élite, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Ici, pour une fois, on a un bon spacing. En tout cas, pour l'instant, les défenseurs sont sur leur attaquant. Et donc, on peut jouer un spread pick and roll plutôt classique. Vous allez voir, hop, Jabari Walker, il glisse l'écran. Et ce qui est intéressant, c'est que Scoot Henderson, c'est un passeur plutôt complet qui maîtrise toutes les passes et qui maîtrise bien aussi les timings de passes, je trouve. Là, vous allez voir, c'est un peu sa passe phare, mais c'est la pocket pass, je trouve, où il arrive à trouver l'angle parfait et l'intervalle parfait pour la bounce pass, la passe à rebond, et trouver son rollman. Tout simplement, là c'est pas la plus impressionnante parce que, on va dire parce que la défense un peu de Boston s'en fiche un peu, mais quand même, elle est plutôt sympa, et c'est encore une fois une de ses forces. Et une de ses grosses forces, pour moi, c'est, on va dire, un des systèmes phares, en tout cas, qu'il a joué la saison passée. Il n'en a pas joué beaucoup, mais c'est sur le empty side pick and roll, donc c'est-à-dire quand on lui vide le corner ici, je le trouve plutôt très juste. Je trouve que c'est ce système en tout cas qui le met le plus en valeur. Donc vous allez voir ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend l'écran de duo prise bien dans le timing, et il y a encore une fois cette petite passe à rebond, cette fois main gauche, mais qui est vraiment dans le bon timing, qui est vraiment en fait au moment où le défenseur est en train de reculer, et elle est au moment où le défenseur est en train de reculer, mais qu'il n'est pas encore tout à fait sous la raquette, qu'il n'a pas fini de reculer, et donc il y a un petit temps en fait où le rollman, donc aussi du hop-risk, il a un temps d'avance. Ici elle est main gauche, et elle est vraiment bien sentie, elle est très précise, dans le bon timing, et ça offre un lay-up à deux reprises avant que le défenseur ait pu complètement revenir en position. Donc on l'a dit, il maîtrise plutôt très bien la passe à terre, mais encore une fois, vous allez voir la semi-transition, de suite, on va jouer un empty side pick and roll, et ce qu'on fait beaucoup, hop, on glisse l'écran. Et lui, il a tout de suite reconnu ça. Toumani Camara ouvre très bien d'ailleurs, il prend bien position, et lui, il va faire la très bonne passe ici. Là, il va avoir le bon timing, la passe lobée, et c'est aussi un très bon passeur de lob. D'ailleurs, c'est un peu dommage de le mettre avec DeAndre Ayton, qui n'est pas la menace la plus verticale, je trouve, au panier, parce que ça coupe un peu son jeu aussi, qui est un jeu aussi fait beaucoup de lob. Mais là, la passe est très bonne pour le coup pour Toumani Camara. Mais je trouve ce qui est aussi intéressant avec lui, c'est que tant qu'il ne met pas le coup d'accélérateur pour aller jusqu'au panier, et là où il a du mal un peu à gérer vraiment sa vitesse dans cette zone, en fait il gère plutôt bien
son rythme tant qu'il est sous contrôle, on va dire. Tant qu'il est sous contrôle, il a vraiment cette capacité à ralentir très très fortement et après réaccélérer très brutalement avec son premier pas. Et là, on va voir ce qui est très intéressant, c'est cette possession où il prend pour le coup un plutôt bon écran de DeAndre Ayton ici, et il va se retrouver face à Bam Adebayo. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il va snake le pick and roll, donc c'est-à-dire que là, il est parti comme ça, et il repart comme ça. Pourquoi c'est quoi l'intérêt de snake un pick and roll? C'est que Patty Mills, lui, il a toute cette course à traverser pour traverser une première fois l'écran, puis après, il doit repartir et reprendre cet écran, ou en tout cas, re-esquiver DeAndre Ayton, et vous voyez, ça crée une grande séparation assez rapidement. Donc ce qui est intéressant, c'est que là en fait, le Heat a plus trop de choix et va faire un late switch. Il y a trop d'écart en fait entre les deux, et donc c'est aussi l'intérêt d'avoir Bam Adebayo, c'est que du coup on switch. On a Bam Adebayo qui passe sur Scoot Henderson et Patty Mills sur DeAndre Ayton. Donc déjà ici c'est un mismatch, ici pas forcément tellement Bam Adebayo est mobile, mais ce qui est intéressant c'est qu'il va reconnaître ça, vous voyez, il va reculer. À ce moment-là, DeAndre Ayton coupe au panier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que DeAndre Ayton a un grand avantage de taille sur Patty Mills. Et du coup, il l'envoie au lob après avoir bien fixé Bam Adebayo. Et vous voyez, encore une fois, DeAndre Ayton, c'est pas le plus aérien malgré tout des intérieurs. Et ça finit par un petit lay-up. Donc il gère plutôt bien son rythme dans cette zone intermédiaire en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment les flashs de passing, et on va voir aussi à quel point sa grande envergure, elle lui sert. Elle lui sert à faire des actions que pas tout le monde peut faire, et donc on peut se projeter avec un niveau en fait de passeur assez élevé. Ici on a du coup ce pick and pop avec du Hopris, et du coup Scoot Henderson il passe, et là vous allez le voir, il y a l'aide de Naz Reid, et pour le coup il arrive encore une fois plutôt bien à l'esquiver, vous allez voir avec ce fameux Eurostep, où il arrive à avoir du rebond, et ça lui offre du temps pour faire la passe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait il a les bras suffisamment longs pour complètement esquiver le défenseur, là il a vraiment de la marge, et il peut faire cette passe à Jabari Walker. Mais là on va voir un vrai exemple où on va voir à quel point la longueur de bras lui sert à trouver des angles que peu de porteurs de balles peuvent trouver malgré tout, et donc on peut projeter un joueur avec un niveau assez haut que tout le monde ne peut pas atteindre. Donc ici on a un pick and roll avec notre ami Matisse Thybulle, et en fait ce qui est un peu embêtant, c'est que le pick and roll il démarre assez bas. Il démarre très proche du cercle, et donc il n'y a pas beaucoup d'espace derrière. Et en fait, Scoot Henderson, il va bien fixer, il va essayer d'accélérer, et en fait, il va se rendre compte que les Spurs ont switché, c'est Keldon Johnson qui se retrouve face à lui, et donc encore une fois, s'il switch et que Thybulle a glissé l'écran, ça veut dire que Thybulle a la position préférentielle sur le roll. Sauf que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, et qu'il a déjà accéléré, il s'est rendu compte trop tard du switch, il ne peut plus faire cette pocket pass qu'il maîtrise bien, mais du coup, vous allez voir, il va très bien s'adapter, et il va réussir à trouver un angle assez incroyable derrière le défenseur grâce à ses longs bras. Voilà, comme ça, et là, c'est un lay-up pour Matisse Thybulle. Et je vous la remets parce qu'elle est assez incroyable cette passe. Et si c'est plutôt un bon joueur de pick and roll, là où c'est vraiment un passeur qu'on peut projeter d'élite, c'est sur du drive and kick. Parce que, comme dit, il a ce premier pas qui lui permet d'accéder au cercle. Et vous allez le voir, regardez ici, encore une fois, le pick and roll, il démarre assez bas. Mais malgré tout, il a le premier pas pour arriver jusqu'au bout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va monter. Et là, en fait, il arrive à monter assez haut. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas à décélérer et à éviter la défense. Et en fait, il va changer de regard au dernier moment pour trouver Matisse Thybulle au-dessus de Fred VanVleet, parce qu'il arrive à avoir cette verticalité puisqu'il arrive lancé. Et donc si on se la remet, et vous voyez là, il accélère, Fred VanVleet vient en aide, et il change d'avis au dernier moment pour passer au-dessus, et c'est une vraie très bonne passe de drive and kick pour un tir ouvert dans le corner.
là, ok, on a encore une fois Jabari Walker qui vient, qui glisse l'écran. Et on a du coup Naz Reid qui en drop, qui recule. Il arrive à passer l'épaule ici sur Jordan McLaughlin. Sauf que, encore une fois, le spacing est mauvais. On a un stun très agressif de Kyle Anderson ici. Il arrive quand même à garder son dribble. Et on a déjà Karl Anthony Towns qui vient en aide en fait pour que Naz Reid puisse monter sur lui. Et bien Karl Anthony Towns, il vient prendre notre ami Jabari Walker. Et donc, il arrive à garder son dribble. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va encore une fois pouvoir passer au-dessus de notre ami Karl Anthony Towns. Il va très bien lire la défense et assez rapidement pour un drive and kick pour notre ami Malcolm Brogdon. Et en fait, c'est vraiment ça le secret. C'est que vu qu'il arrive à aller là, ici, s'il arrive un peu à régler son problème de finition, ça peut vraiment devenir un joueur qui est un bon finisseur et un bon passeur en drive. Et un très bon driver, du coup, un très bon joueur de drive de NBA. Encore un bon exemple de son jeu de drive and kick. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est sa réactivité à ce que fait la défense. On a Gradedick qui anticipe l'écran ici et qui va, vous le voyez, il va se mettre en position en ice, c'est-à-dire empêcher Scoot Henderson d'aller sur sa main droite, là où il serait à l'aise. Il va vraiment se mettre en position pour empêcher cet écran. Et Scoot Henderson, du coup, bam, il change de direction au dernier moment. Là, Gradedick est complètement dans le vent. Donc, il attaque cette zone intermédiaire, il drive grâce à sa vitesse. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça attire Chris Boucher, ça attire du coup aussi Gary Trent Jr. qui coulisse sur du hop-prise. Et donc la passe, elle est là, elle est dans le corner, c'est un drive and kick. Et ce qui est très intéressant, regardez un peu son jeu de regard. Il va changer de vision que au dernier moment. Et ce qui est aussi super encourageant avec lui, c'est la force qu'il met dans ses drive and kick. Ça peut paraître de rien, mais si la balle ici, elle arrive vite dans le corner, et ben ça laisse moins de temps soit à, je crois que c'est Freeman Liberty, soit à Gary Trent Jr. pour faire le close-out. Et ça, c'est quelque chose qu'il fait beaucoup, c'est qu'il met beaucoup de puissance dans ses drive and kick. Vous voyez là, elle arrive très très vite pour Dalano Banton. Et donc on se la remet, il rejette l'écran et bam, il change d'avis au dernier moment. Et c'est encore une très bonne passe pour le corner et pour un tir dans le corner. Encore un exemple face aux Raptors de son potentiel de rim pressure, de pression au cercle. Là vous voyez, en fait, son premier pas est dévastateur. Il va complètement changer de direction d'un coup. Et forcément, en fait, vous le voyez, ça stresse directement la défense. Au moment où il a passé Emmanuel Quickley, vous avez Gary Trent Jr., Gradedick, des deux corners et du nail, il y a Chris Boucher qui vient aussi fermer le cercle. Bon, ça dit beaucoup de choses sur le spacing, mais ce qui est très intéressant du coup, c'est qu'il peut arriver lancer. Et là, il va décélérer et encore une fois, il va pas très haut, il n'arrive pas à décoller beaucoup une fois qu'il a décéléré et qu'il y a du contact, mais malgré tout, il arrive à envoyer cette passe grâce à ses longs bras, main gauche, elle va passer derrière les défenseurs et elle va aller jusqu'à Matisse Thybulle pour encore une fois un tir à 3 points dans le corner, mais il faut pas oublier qu'un tir à 3 points dans le corner, ça vaut plus qu'un tir à 3 points normal. Et même ce qui est cool avec lui, c'est qu'on voit aussi des lectures un peu avancées, c'est-à-dire qu'il ne va pas attendre de driver pour lire la défense et envoyer des skip passes, dans les corners notamment. Par exemple ici, face aux Warriors, on a Chris Paul qui vient assez rapidement en aide sous le cercle. Et ce qui va se passer, c'est que Scoot Henderson, vous le voyez ici, grâce à la gestion de son rythme, il peut déjà avoir le coup d'œil pour voir un peu toute cette partie du terrain. Et donc, il va envoyer une skip passe comme ça, main droite, très puissante pour le corner et pour un tir, encore une fois, un tir dans le corner. Et je pense que ça peut être un joueur qui augmente vraiment la fréquence des tirs à 3 points dans le corner à terme. Ici, vous allez le voir, c'est presque de la manipulation visuelle. Il va jouer l'ISO face à Kyrie Irving. Il ne va regarder que Kyrie Irving. Et il va voir que Tim Hardaway Jr. dézone un peu trop de Jeremy Grant. Et donc il va, changer de direction et de regard au dernier moment pour un tir à 3 points dans le corner qui est relativement ouvert encore une fois. Encore un exemple ici face aux Clippers. Il va
voilà, il va prendre cet appui, et il va voir que PJ Tucker ici vient dans la raquette, et du coup il va pouvoir passer au-dessus grâce à une très belle flexibilité de poignet. Il va en fait feinter du regard, vous allez voir, il regarde que Moses Brown, et donc ça fait bouger PJ Tucker, et du coup la balle elle part dans le corner opposé, et c'est un peu de la manipulation visuelle et en même temps du drive and kick qui laisse projeter un très bon passeur, puisque là le tir est complètement ouvert. Encore un petit exemple de manipulation de défenseur. Ici il prend un écran, vous allez le voir, et Tre Jones est complètement en retard. Tre Jones est en retard, et là du coup il va pouvoir jouer le 2 contre 1, un peu classique, encore une fois sur un empty side, vu que le corner est vide, et du coup là il y a 1-2 contre un seul joueur qui n'a pas d'aide, vu que le corner est complètement vidé ici. Et donc là vous allez le voir, Scoot Henderson il va relever les yeux au ciel très rapidement, enfin au ciel, il va lever les yeux vers le panier, ce qui fait que Zach Collins monte un peu trop sur lui, ça libère le roll, et c'est un lay-up où Zach Collins est en retard. Et pour finir, ce qui est aussi intéressant avec son profil, c'est que je pense que c'est pas du tout un profil de joueur un peu héliocentrique classique qui n'a pas de flexibilité pour son coach. C'est un joueur qui peut vraiment jouer sans le ballon, et ça c'est un vrai plus pour lui et pour les Blazers à terme, même si on l'a très peu vu sur son année rookie. Mais on dit que c'est un joueur qui avait un certain volume sans le ballon. C'est pas le James Harden un peu prime des Rockets qui vraiment était immobile sans le ballon. Ici vous allez le voir, voilà, on a une petite incompréhension, mais en fait pourquoi j'ai mis ce clip? Pour vous montrer la puissance potentielle d'un Scoot Henderson qui arrive lancé. Vous allez le voir ici, on a Josh Green qui tarde un peu et qui est en retard sur le close-out, et Scoot Henderson une fois qu'il arrive à pleine vitesse, ben là hop on a un très beau Eurostep pour éviter la défense, mais surtout on a cette puissance une fois qu'il arrive lancé et qu'il a déjà un premier décalage. Et ça peut être intéressant en projetant ça avec Donovan Clegan, qui est un intérieur qui a été drafté en 7e choix, il me semble, par les Blazers, mais qui a dans son profil beaucoup de défense, mais un peu de passing, et qui pourrait du coup faire que Scoot Henderson ait utilisé beaucoup plus off-ball aussi. En tout cas peut-être pas beaucoup plus, mais peut-être un peu plus. Alors là c'est un match de pré-saison qui peut-être nous donner de l'espoir, mais vous le voyez, au lieu de jouer un pick and roll, on a une get action, c'est-à-dire que Scoot Henderson arrive lancé, et c'est un peu pour reprendre ce terme de il est très dangereux une fois qu'il est lancé. Alors là c'est face aux Kings, donc attention les toréadors, mais vous voyez il récupère la balle pleine vitesse et il dépose complètement De'Aaron Fox, et il protège très bien son ballon pour le coup. Vous le voyez, il arrive à vraiment tendre ses bras, et en fait il a protégé son ballon une première fois, et là il tend ses bras pour éviter l'aide de Keegan Murray. Bon, DeMar DeRozan n'a pas fait la rotation, Domantas Sabonis est en retard évidemment, mais malgré tout c'est un lay-up complètement ouvert, une très belle finition main droite, mais ça laisse aussi présager de bonnes choses. Et une dernière chose de son profil, c'est qu'en fait vu qu'il est très massif, on pourrait le voir utilisé en porteur de balle et en connecteur. Là vous le voyez, on trappe Anthony Simons sur une fin de match. C'est un des rares moments où j'ai réussi à avoir Scoot Henderson en poseur d'écran. Il pose plutôt un ghost screen que vraiment un écran. Mais du coup ce qui est intéressant, c'est que si on trappe Anthony Simons, qu'on libère sur lui, bon là il fait une réception de foot US, mais oui, une fois que Scoot Henderson a un 4 contre 3 à jouer, il sait complètement l'exploiter assez rapidement, et c'est un bon tir. Ça peut être aussi un très bon connecteur, mais du coup c'est vrai qu'à terme on aimerait plutôt que ce soit lui le créateur qui attire les double teams. Et donc voilà, on a fini un peu notre tour d'horizon de Scoot Henderson. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses que j'aurais bien aimé évoquer en plus, comme vraiment rentrer dans le détail de son dribble, aussi je trouve dans sa flexibilité d'appui qu'il a, et ses changements de direction. Mais bon, on peut pas tout faire, on a quand même fait 45 minutes là à peu près. J'espère que ça vous aura plu, et le but en fait de ce format, pour vous l'expliquer un peu pour les courageux qui restent, mais le but de ce format ce serait vraiment d'inviter des gens,
d'inviter des gens pour les emmener avec nous dans la film room, dans la session vidéo, et que ce soit des scouts pour parler de NCA ou des spécialistes d'une franchise ou d'un joueur pour vraiment prendre le temps, rentrer dans le détail et puis avoir un œil différent, parce que moi j'ai raté plein de choses que j'ai pas pu dire parce que quand on est tout seul on est un peu dans la vision tunnel, mais donc voilà, ça peut être utile d'avoir un autre œil. Ça peut être aussi tout simplement avec Azad, hein. Évidemment. En tout cas voilà, je ne sais pas quand sortira ce premier épisode, je ne sais même pas s'il sortira. En tout cas merci de m'avoir regardé, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de journée. Ciao ciao.